ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks. It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. Salut à toutes, salut à tous. Il n'y a plus le choix, c'est la dernière étape de montagne si on veut prendre le maillot rose à Isaac Del Toro. Si Richard Carapaz veut tenter quelque chose, c'est aujourd'hui ou jamais. Il ne restera plus qu'une étape toute plate à Rome. Aujourd'hui, c'est une étape très longue, 205 km, mais plutôt plate au début. On a d'abord 80 km quasiment tout plat, même 100 km tout plat, avec seulement le petit col de Corio de 6 km à 3,7% au milieu. Puis on attaquera le col des Lys, 14 km à 4%. On a ensuite une descente, puis un nouveau passage encore de 30 km de plat avant la véritable difficulté, l'ascension où tout va se décider, le col delle Finestre, 18,4 km à 9,2%, dont la partie finale se fait sur des sentiers, sur des chemins, avec donc des risques en plus de crevaison. Mais l'arrivée ne se jugera pas au sommet de ce col de Finestre, il y aura encore une descente, et puis une dernière ascension jusqu'à la station de Sestrières, 16 km à 3,8%, mais des derniers kilomètres plus autour de 7-8%. Le Colle delle Finestre, c'est notamment un très mauvais souvenir pour Simon Yates, qui en 2018 était leader à la veille de l'étape du Finestre, et il avait perdu quasiment 40 minutes sur Chris Froome. Il était en perdition dans ce col de Finestre, il avait abandonné tout espoir au classement général. Est-ce qu'il pourra prendre sa revanche aujourd'hui, Simon Yates, ou est-ce qu'il va de nouveau craquer? Ça va être intéressant de voir ça. Richard Carapaz aussi, il y était dans cette étape-là, il est terminé à 3 minutes de Froome, donc il y a des gros écarts possibles, mais s'il y a bien un col où on peut perdre énormément de temps, où on peut s'effondrer, c'est bien celui-ci. Il est extrêmement dur, et même des coureurs, si jamais elles avaient les jambes de leur vie comme Derek G, comme Simon Yates, pourraient renverser également le Giro, parce que c'est le col le plus dur de tout ce Giro, c'est le seul col hors catégorie de tout ce Giro, c'est le point le plus haut de tout ce Giro. Bref, vous l'avez compris, c'est là où tout se décidera. Par contre, il faudra être patient, puisque le pied de cette ascension n'est qu'après 160 km de course, sans véritable grande difficulté avant cela. On aura donc du temps pour l'échapper, pour se former et prendre le maximum de temps possible au peloton et en groupe des favoris avant d'aborder ce col delle Finestre qui sera la dernière chance pour les adversaires d'Isaac Del Toro de le battre, et puis le dernier monument, la dernière résistance à opposer pour Isaac Del Toro s'il veut remporter et créer un petit peu la surprise quand même et remporter ce Giro. C'était pas le coureur que l'on attendait le plus ou qui était le plus nommé chez les favoris. Est-ce qu'il va réussir cet exploit, notre ami Del Toro? Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et les attaques qui commencent dès le kilomètre 0. On commence sur du plat. Faut envoyer des rouleurs devant. C'est ça qui est particulier, c'est que la difficulté, c'est vraiment une difficulté terrible qui ne pourra scier qu'aux grimpeurs. Mais pour prendre l'échappée et pour prendre du temps, il faut des bons rouleurs dans l'échappée, parce que ça sera sur du plat. Si on envoie un grimpeur devant là, il ne sera pas très efficace. On a déjà un groupe de 5 coureurs qui s'est isolé d'entrée. On y retrouve Enzo Paleni pour la Groupama FDJ. Derrière, il y a une contre-attaque là, avec Dries de Bondt, évidemment, inévitable. Dries de Bondt, il y va pour tenter de remporter cette compétition des sprints intermédiaires. Si Mads Pedersen ne vient pas devant avec lui, il pourrait faire une bonne affaire. Il est bien sorti, il est rentré directement devant. On a donc 6 coureurs à l'avant. On a un coureur aussi de la Cofidis, un coureur de l'Alpecin, on a aussi un coureur de l'Ineos et de la Soudal Quick-Step. Derrière, c'est un coureur de la Lidl Trek qui tente de sortir du peloton à son tour. Mais ça continue évidemment à se battre. Ça va être encore une longue bataille pour prendre l'échappée aujourd'hui. Et ils sont bien sortis là, ces 7 coureurs, avec le coureur de la Lidl Trek qui a rejoint les 6 autres.
Et ils ont déjà 1 minute et 6 secondes d'avance. On est parti depuis une quinzaine de kilomètres. On retrouve dans ce groupe, on l'a dit, Enzo Palini pour la Groupama FDJ et Dries de Bondt pour la Decathlon AG2R. On a aussi Timo Kilic pour l'Alpecin de Koenig, Sylvain Moniquet pour la Cofidis, Kim Hajduk pour l'Ineos Grenadier, Jacopo Mosca pour la Lidl Trek et Gianmarco Garofoli pour la Soudal Quick-Step. Plutôt donc des profils de rouleurs, peut-être à part Moniquet qui est plus un grimpeur. Des coureurs qui sont tous très très loin au classement général. Et qui s'est donc sorti, le peloton qui n'a pas tout à fait abdiqué encore, parce qu'il y a évidemment de nombreuses équipes qui aimeraient être à l'avant, qui ne sont pas représentées. On voit notamment l'Intermarché Venti travailler en tête de ce peloton, mais devant ils ne se sont pas arrêtés. Ils travaillent vraiment bien ensemble et ça va être pas facile de rattraper ces 7 très bons rouleurs sur des parties plates. Il faudra peut-être attendre un peu, plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres même peut-être. Et les 2 premiers cols, ceux de 4e et de 2e catégorie, pour sortir dans un second temps. Allez, un second groupe qui est sorti justement là, avec, s'il y a bien un coureur qui peut peut-être parvenir à revenir sur les hommes de tête, c'est bien lui, c'est Mats Pedersen, qui est sorti en compagnie de Carlos Verona, son équipier. On retrouve aussi Ethan Hayter, je vois un coureur de la Movistar, un coureur de l'Intermarché Venti, qui sont aussi là, ils sont 6 ou 7. C'est Francesco Bussato, qui est là pour l'Intermarché Venti dans ce groupe de contre, avec aussi John Barrenechea pour la Movistar, Emanuele Tarozzi, qui est là pour la Bardiani, mais Tarozzi qui est en tête, on le rappelle, de 2 classements annexes, celui des sprints Red Bull et celui de l'échappée, celui qui est passé le plus de temps dans des échappées. Alors à noter que pour être comptabilisé dans ce classement des échappées, il faut que l'échappée soit de moins de 10 unités. Donc là, si jamais il était à l'avant aujourd'hui, il y aurait 14 hommes là, si tout le monde se rejoignait. Et ben donc ça ne compterait pas comme les échappées. D'ailleurs, la plupart des récentes échappées qui étaient de 20 ou 30 coureurs ne comptent pas au classement des échappées. Il faut être moins de 10 pour que ces kilomètres passés à l'avant soient comptés dans le classement des échappées. C'est long. Pour revenir sur les 7 hommes de tête, ils ont du mal, les 6 de derrière, avec Mats Pedersen qui fait un énorme travail, la plupart du travail. Devant, Jacopo Mosca, qui est lui aussi un coureur de Lidl Trek, ne roule pas. Il se fait d'ailleurs pas mal houspiller par Kim Hajduk, le coureur de l'Ineos, qui lui demande de travailler. Mais Jacopo Mosca, il explique que ses équipiers sont derrière et qu'il va donc pas rouler. L'écart avec le peloton est pas grand, 1 minute 16 d'avance pour les 7 hommes de tête. Ils ont encore 15 secondes d'avance sur le groupe Mats Pedersen, mais j'ai l'impression qu'ils les attendent tous. C'est Dries de Bondt, encore une fois, l'expert des échappées, qui a dit aux autres, allez, ils sont juste derrière, on va les attendre. À 13, on sera encore plus fort qu'à 7, surtout avec un Mats Pedersen, avec 3 coureurs de la Lidl Trek qui vont travailler. Mais ils ne peuvent pas non plus trop complètement se relever, parce que le peloton est donc seulement à 1 minute 17 derrière. On est à 170 km de l'arrivée désormais, toujours sur des grandes routes toutes plates. Et au moment où Mats Pedersen et les autres reviennent sur les 7 hommes de tête, il y a un autre groupe qui est sorti du peloton, un groupe d'une dizaine de coureurs. On y aperçoit au moins Wout van Aert, et ça pourrait... Ouais, et là, le peloton, qui une fois que ce groupe est parti, c'est vraiment relevé. En plus, on passe là sur une zone de ravitaillement, donc ça va tout doucement. Et il est possible qu'une fois que ces 10 hommes-là aient rejoint les 13 autres de tête, on ait de nouveau notre super échappée formée avec plus de 20 coureurs. Et a priori, on est plutôt sur des profils de rouleurs. Là, on va voir la liste complète. On va attendre la liste complète pour voir s'il y a vraiment des bons grimpeurs capables d'affronter ensuite le Colle del Finestre. Et c'est terrible pourcentage, je le rappelle, à plus de 9% de moyenne sur 18 km. Ça n'a rien à voir, par exemple, aux 3 cols de première catégorie qu'on a fait hier, qui étaient seulement de 7%. Là, c'est plus de 9% sur 18 km. C'est vraiment terrible. Surtout en plus avec des chemins, des sentiers pour finir cette ascension. Ils sont bien plus que 10, ils sont 19 dans ce groupe de contre où on retrouve Quinten Hermans et Jimmy Janssens pour l'Alpecin de Koenig, Alessandro Verre pour l'Arkea BNB Hotel, Peyo Bilbao y retourne avec Fran Miholjevic pour la Bahrain Victorious, on a Stefano Oldani pour la Cofidis, Andrea Vendrame pour la Decathlon AG2R, Kevin Guenietz, Quentin Paché et Rémi Rochas, 3 coureurs de la Groupama FDJ, dont le petit grimpeur Rémi Rochas, Kevin Colleoni pour l'Intermarché Venti, Simon Clark pour l'Israël Premier Tech, Jefferson Cepeda pour la Movistar, Milan Vader pour la Q36.5, Chris Harper pour la Jayco Alula, Chris Hamilton pour la Picnic PostNL, Mirko Maestri pour la Poltivit Malta, Wout van Aert pour la Visma Lease Bike et Martin Marcelluzzi pour la Bardiani, que l'on connaît bien, Marcelluzzi qui va retrouver son ami Tarozzi à l'avant. Ils devraient tous se rejoindre. On a échappé encore de plus de 30 coureurs finalement à l'avant.
avec quelques bons grimpeurs comme Rémi Rochas, comme Peyo Bilbao, comme Chris Harper, comme Cepeda, comme Simon Clark ou Sylvain Moniquet qui lui est déjà à l'avant, Carlos Verona. Mais il leur faudra énormément d'avance au pied du col des Delfinestres si un de ces coureurs veut aller au bout. L'écart qui grimpe, 145 km de l'arrivée et désormais 6 minutes 43 secondes d'avance pour les 31 hommes de tête. Et c'est marrant de voir qu'on retrouve des coureurs un petit peu à chaque fois. Hein. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Ils sont encore 160 environ coureurs dans le peloton, mais il y a des coureurs qu'on retrouve tout le temps dans les échappées. Peyo Bilbao, Carlos Verona, Jefferson Cepeda, Chris Harper, Wout van Aert, Marcelluzzi et Taruzzi. On les a vus quasiment à chaque fois. Mats Pedersen aussi, Chris Harper aussi, on l'a beaucoup vu. Mirko Maestri. Et que dire de Dries de Bondt, évidemment, tout le temps à l'avant. Rémi Rochas, on l'a vu pas mal attaquer. Enzo Paleni aussi. On sent que c'est des coureurs qui sont en forme et dont c'est le travail et de prendre les échappées, alors qu'il y en a d'autres, c'est de rester dans le peloton, de protéger leur leader ou simplement de survivre à la journée. Aucun de ces coureurs n'est bien classé au classement général. Et je cherche le mieux classé. Je crois que c'est Chris Harper. Il a 1 heure et 16 minutes et 16 secondes. Autant vous dire qu'on peut leur laisser du temps à ces gars-là, parce que c'est pas eux qui renverseront le classement général, ça c'est sûr. Et à noter, pour une fois par contre, l'absence totale de tout coureur de l'XDX Astana Team, ceux qui ont pourtant l'habitude d'être très représentés à l'avant. Aujourd'hui, c'est la Groupama FDJ qui est le mieux représentée avec 4 coureurs. Autre équipe non représentée, il n'y a personne pour la Red Bull Bora Hansgrohe, personne pour l'équipe de Richard Carapaz, l'IF Education Easy Post, pas plus que pour la Team Emirates. Et l'autre équipe qui n'a mis personne à l'avant, c'est la Tudor Pro Cycling Team, qui s'est probablement un petit peu raté là. Allez, on va voir un petit peu de l'action là. On arrive au sprint intermédiaire et s'il n'y a pas de suspense pour le Maillot Ciclamino, il y a du suspense pour ce classement annexe des classements annexes, on va dire, qui n'offre aucun maillot distinctif, aucun dossard, aucune place sur le podium protocolaire à la fin. Mais c'est quand même un classement à remporter, c'est le classement des sprints intermédiaires et Mats Pedersen et Dries de Bondt sont tout simplement ex aequo pour l'instant. Alessandro Todelli, qui est bien classé aussi dans ce classement, n'est pas là devant, donc ça ne sera pas pour lui. Et c'est parti pour Dries de Bondt et Mats Pedersen ne va pas lui disputer. Il est élégant Mats Pedersen, il a le maillot de Ciclamino. Il ne va pas en plus s'amuser à aller prendre les points du sprint intermédiaire pour remporter ce classement qui ne l'intéresse pas. Il va laisser ça à Dries de Bondt qui passe en tête. Mats Pedersen ne va même pas faire deuxième, il ne participe pas du tout. Il y a encore un sprint intermédiaire aujourd'hui où Dries de Bondt devrait encore passer en tête parce que l'échappée a beaucoup d'avance là. 7 minutes 45, ça ne cesse de grimper. Et ça devrait lui permettre de remporter ce classement annexe à la fin du Giro. Dries de Bondt, ça sera la preuve, la confirmation et la récompense pour avoir pris toutes ses échappées tout au long de ce Giro. Sans se battre, Manuel Taruzzi, 4e au classement de la montagne, qui passe en tête de ce petit col de 4e catégorie, le Corio, 6 km 500 à 3,7%. Rien de terrible du tout. Ils sont restés ensemble, les 31 coureurs. Un rythme tranquille, ils ont largement suffisamment d'avance. Ils ont 8 minutes 30 d'avance sur un peloton qui se désintéresse totalement de l'échappée pour l'instant. On est à 134 km de l'arrivée. Et pour l'instant, le rythme est vraiment pépère. Et on sent que tout le monde, en fait, attend ce col des Delfinestres. Mais il faut encore attendre une centaine de kilomètres pour le voir, ce col. On est désormais dans le col de Lys, 13,7 km. À 4,2%, mais un départ des premiers kilomètres assez dur, avec des passages même à plus de 12%. Et l'écart qui s'est enfin stabilisé entre l'échappée et le peloton, 8 minutes 30. Toujours, c'est quand même beaucoup, mais ça ne grimpe plus. Pourquoi ? C'est parce que dans le peloton, il y a enfin une équipe qui s'est décidée à prendre les choses en main, et c'est l'IF de Richard Carapaz et Kasper Asgreen qui fait le tempo en tête de ce peloton. On les avait vus à Bobol, et il y avait 3 coureurs de l'IF aux 3 premières places qui ont roulé, et d'ailleurs ça n'a pas suivi, ils sont partis tous les 3. Au même moment, Richard Carapaz, leur leader, était à la voiture en train de régler des problèmes de radio et du coup, ils se sont rendus compte à un moment qu'ils étaient partis tous les 3 en échappée, les 3 équipiers de Richard Carapaz, et ils se sont un petit peu bien sûr relevés pour que le peloton revienne dans leur roue. Le peloton qui est un petit peu réticent à suivre le rythme mis par Kasper Asgreen et par l'IF, alors qu'on est à 101 km de l'arrivée. Mais voilà, on veut un peu quand même fatiguer les coureurs de la Team Emirates, même si on se fatigue aussi soi-même en faisant ça. Mais vu que la Team Emirates ne veut pas rouler et se désintéresse complètement de l'étape, il faut essayer de faire quelque chose pour l'IF quand même. C'est pour ça que ce sont eux qui roulent désormais dans ce peloton. Pour la victoire d'étape, par contre, quand même à 8 minutes 30. A priori, une fois qu'on aura passé ce col de Lys, il n'y a que de la descente et du plat. Ils auront une belle avance au pied de la colline Delfinestres, les échappés. La victoire devrait revenir à un homme de devant, à moins d'une ascension complètement folle effectuée
par les favoris du classement général. Il n'y a que Jacopo Mosca qui travaille dans cette échappée dans l'ascension du Colle dell'Is. Clairement, on travaille pour Carlos Verona du côté de la Lidl Trek. L'écart qui est toujours de 8 minutes alors qu'on arrive au sommet de ce Colle dell'Is où dans le peloton, on n'a toujours vu que Casper Asgreen qui a travaillé. On a vu les premiers sprinteurs commencer à être lâchés dès cette ascension dans les passages les plus pentus, Caden Groves, Olaf Koy. Et au sommet, l'ami Manuele Tarozzi qui va aller passer en tête. Et là, il y a eu une petite... Jacopo Mosca, il n'a pas été très content de voir Tarozzi attaquer alors que c'est lui qui a fait tout le boulot. Il a remis une petite accélération. Il a failli repasser Tarozzi et Tarozzi en a remis une pour passer en tête. Ensuite, il a fait un signe à Mosca et allez, maintenant, vas-y, amuse-toi. Fais-toi la descente. Et alors, les coureurs ne sont pas là pour les mêmes objectifs. Tarozzi, le but, c'est peut-être de prendre la 3e place au moins du classement de la montagne, de doubler Nicolas Prodhomme, qui hier, avec sa superbe étape, évidemment, a immédiatement grimpé sur le podium de ce classement. Mais Jacopo Mosca, il n'a pas du tout apprécié les deux Italiens, là, Tarozzi et Mosca, qui ont eu une petite explication. Et maintenant, c'est parti pour aller 10 km de descente, puis 20 km, 25 km même de plat. Et on sera enfin au pied du collier delle Finestre. Un collier des Finestre, j'ai dit tout à l'heure que Simon Yates avait des mauvais souvenirs puisqu'il a perdu le maillot rose face à Froome. C'est pas le seul. Richard Carapaz aussi, il y a perdu un maillot rose à l'avant-dernière étape du Giro. C'était en 2022. Il était le leader et il a craqué, battu finalement par Jay Hindley. Il avait perdu plus de 2 minutes sur Jay Hindley et perdu le maillot rose à la veille de l'arrivée. Donc 2 coureurs qui ont des très mauvais souvenirs. Et c'est les 2 coureurs qui sont les plus près d'Isaac Del Toro. Alors, est-ce que l'histoire va se répéter pour Carapaz et pour Yates, à savoir passer un très mauvais moment? Ou est-ce que l'histoire va se répéter pour le porteur du maillot rose qui va perdre son maillot rose dans l'ascension du Finestré? On va voir là. Une de ces 2 histoires va probablement se répéter. Reste à savoir laquelle. Attention là. Toute Lièvre qui s'est trompée dans le virage. Ça... c'est passé, ils sont pas tombés, c'est pas passé, ils se sont arrêtés juste un temps. On a 4 coureurs là de Lièvre, on était dans la descente, qui ont pris un virage trop large. Casper Asgreen est en tête et il va trop vite, et il va tout droit, et ceux qui suivent arrivent trop vite. Il y avait un petit écart avec Casper Asgreen, et on a 5 coureurs de Lièvre qui finissent à l'arrêt, juste avant la barrière. Heureusement, il y avait un petit parking dans ce virage, ils ont pu s'arrêter juste avant le vide. En fait, Casper Asgreen, lui, il est passé. Et ceux qui le suivaient allaient très vite pour revenir. Et ils allaient trop vite. Et ils ont fait vraiment un tout droit dans le virage. Et ils freinent. Et ils terminent tous contre la barrière juste avant le vide. Alors, personne ne tombe. Tout va bien. Je pense qu'il n'y a pas de problème mécanique non plus. Richard Carapaz faisait aussi partie de ces coureurs qui ont fait le tout droit. Mais qui se sont arrêtés juste à temps. Grosse frayeur là pour les coureurs de l'IF. Ils ont failli tous être éliminés d'un coup. Casper Asgreen, là, il a tellement forcé qu'il a envoyé tous ses équipiers dans le décor, mais ça va aller, ils sont tous repartis, ils sont tous dans le peloton. Il n'y a pas eu de casse, mais c'était chaud. Wout van Aert qui se mêle au sprint intermédiaire, le second cette fois-ci. Il ne va pas le laisser à Dries de Bont. C'est Wout van Aert qui fait le sprint et qui va passer en tête devant Dries de Bont. Alors, l'intérêt pour Wout van Aert, il est assez moindre. Simplement, peut-être d'aller chercher la 2e place au classement du Maillot Ciclamino, mais la 2e place est occupée par son équipier Olaf Koy. Donc c'est pas forcément non plus primordial, mais voilà, ils se sont amusés, les 2 Belges, Wout van Aert et Dries de Bont à sprinter. C'est Van Aert qui passe devant Dries de Bont. Il se passe évidemment pas grand-chose dans cette étape pour l'instant, donc on en profite quand il se passe un petit peu quelque chose. L'écart qui a encore augmenté, 9 minutes d'avance pour les échappés, c'est Mats Pedersen désormais qui est en tête de ce groupe-là. C'est-à-dire que peut-être dans le peloton, l'IF s'est peut-être un petit peu calmé. Après que la quasi-totalité de leur équipe a failli terminer dans le fossé, tout simplement. Et un gros fossé, hein. Il y avait vraiment un gros trou derrière la barrière de sécurité. Il y avait une chute encore de 15-20 mètres. Comme Martinelli a eu la terrible chute il y a quelques jours. Ils ont failli tous finir dans le décor. C'était chaud. Ils se sont arrêtés vraiment à temps. On avait même vu l'un des coureurs s'arrêter en rentrant dans son coéquipier. C'était un peu n'importe quoi comme image, improbable. Tous ces maillots blancs et roses dans la barrière, mais du coup voilà, ils sont sûrement un petit peu le temps déjà qu'ils se retrouvent tous, qu'ils se remettent devant, qu'ils reprennent leurs esprits et qui se discutent un petit peu entre eux en disant ok, faut rouler, mais faut pas non plus qu'on fasse n'importe quoi. Et donc l'écart qui remonte en faveur des échappés qui là vraiment avec autant d'avance devraient se disputer la victoire. Et c'est parti pour les échappés, ils sont au pied de ce collier del Finestré, 18,5 km, 9,2% de moyenne.
14% de passage aux passages les plus pentus. Ils vont monter 1694 mètres en une ascension. C'est évidemment terrible. Ils sont 31 dans l'échappée au pied de cette difficulté. Ils seront certainement pas 31 au sommet parce que là on est parti pour plus d'une heure d'ascension. Peut-être une heure et quart, 1h20. Le peloton, lui, il va commencer son ascension un petit peu plus tard puisqu'il est 10 minutes et 11 secondes derrière. La barre des 10 minutes a été passée. On aura donc vraiment 2 courses en une avec la bataille pour la victoire d'étape dans l'échappée, puis la lutte pour le maillot rose dans le groupe, le peloton des favoris. Allez, on a déjà 2 coureurs lâchés d'entrée dans l'échappée. C'est Dries de Bont qui a fait son boulot en prenant les sprints intermédiaires et Kim Hajduk qui ne peut pas. C'est le même pour Milan Vader, le coureur de la Q36.5, immédiatement lâché dans ses pourcentages alors que c'est encore la Lidl Trek qui fait le boulot. Jacopo Mosca et Mats Pedersen qui travaillent pour Carlos Verona, qui se pose un petit peu comme le favori au vu du travail de ses équipiers. Mais attention à d'autres coureurs comme Chris Harper, comme Chris Hamilton, comme Rémi Rochas, comme Peyo Bilbao qui est toujours là, Sylvain Moniquet, Jefferson Cepeda, pourquoi pas côté français, Quentin Paché aussi. On rappelle, on a 4 coureurs du côté de la Groupama, donc si on s'entraide là, entre Guenietz, Paché, Paleni et Rochas, il y a moyen de faire quelque chose. Ça lâche de partout, ça lâche pour Bilbao, ça lâche pour Moniquet, ça lâche pour Clark, ça a lâché pour Tarodi, ça lâche pour Van Aert, ça lâche pour Guenietz. Il reste plus grand monde qui peut suivre le rythme de Mats Pedersen. Jacopo Mosca a complètement craqué. Après tout son travail, il est à l'arrêt. On a encore qui s'accroche. Alors dans la roue de Mats Pedersen, on a encore Chris Hamilton et Chris Harper. On a encore Martin Marcelluzzi pour la Bardiani. On a Jefferson Cepeda. On a Gianmarco Garofoli. Rémi Rochas et Quentin Paché sont tous les deux là. Et on a encore, il me semble, Alessandro Verret pour l'Arkea BNB et Jimmy Janssens pour l'Alpecin de Koenig. Ils sont déjà plus que 11 coureurs dans ce groupe. On a 20 qui sont déjà plus là, qui ont disparu. Alors qu'on est tout juste au pied de l'ascension encore. On a fait 2 km de montée et il reste plus grand monde. Et Mats Pedersen qui est en train de lâcher Carlos Verona. Ah là là, alors là, Carlos Verona qui est en train de distancer et du coup il parle à la radio. Il est en train de dire Mats Pedersen qui se retourne, qui vient de voir que Verona a lâché. Oh là là, c'est pas possible. Du coup, il y a un coureur, c'est Rémi Rochas qui en profite pour attaquer. Il a compris que Verona était en difficulté. Incroyable Mats Pedersen quand même. C'est ouf, c'est ouf. Il a lâché son propre équipier Carlos Verona. Ils ont travaillé toute la journée pour lui. Et c'est encore Mats Pedersen qui, dans ses pourcentages, on est à 8% de moyenne, qui lâche Carlos Verona. Alors, il en a fait beaucoup des efforts. Verona, il était dans l'échappée hier avec Prodhomme. Et là, il n'a plus de jus. Derrière l'attaque de Rémi Rochas. Et devant, Rémi Rochas a attaqué. Et il n'y a que Chris Harper qui a pu sauter dans sa roue. Il devance désormais un groupe de 4 coureurs. Avec Quentin Paché, 5 coureurs encore. Quentin Paché, Alessandro Verret, Jimmy Janssens, Garofoli et Chris Hamilton. Et derrière, Mats Pedersen et Carlos Verona qui sont ensemble, accompagnés de Cepeda et de Marcelluzzi. Et Mats Pedersen, il donne son bidon à Carlos Verona, il l'arrose, il va essayer de le mener. Mais bon, a priori, là, il y a encore 16 km d'ascension. Ça ira pas pour Carlos Verona. Mats Pedersen semble tout simplement même plus fort que Verona et pourrait faire une meilleure place. Après, les écarts sont pas encore énormes, évidemment. Il n'y a que 5 secondes environ entre chacun de ces groupes. Mais pour l'instant, on a donc 2 coureurs en tête avec Rémi Rochas et Chris Harper. Oh là là, mais là, Richard Carapaz qui met le rythme de fou dès le pied de ce col défenestré et qui attaque dans la route de son coéquipier. Et c'est parti, son coéquipier qui se relève et il est parti tout seul, Richard Carapaz, et derrière il n'y a personne qui peut suivre. Il y a juste Isaac Del Toro qui dans un second temps arrive. Waouh, on est encore au pied et Richard Carapaz a décidé de le faire il est à fond dès le pied. Il n'a pas attendu le dernier kilomètre comme hier où il avait attendu seulement le sommet. Mais Isaac Del Toro qui revient. Isaac Del Toro qui revient dans la roue de Richard Carapaz. Et on a ce duo qu'on reconnaît bien, tous de rose et de blanc. L'un tout en rose, l'un tout en blanc. Puisque l'IF habituellement rose, évidemment, n'est pas en rose sur ce Giro pour ne pas qu'on les confonde avec le maillot de leader. Et ils sont partis d'entrée. Derrière, qu'est-ce qui c'est qui traîne ? Je vois Simon Yates, il me semble, qui est en première tête du groupe de poursuivants. Mais alors là, on est parti pour une longue ascension et un sacré duel entre ces deux-là. Enfin, un duel. Del Toro, lui, il va simplement suivre la route de Carapaz. Je pense pas qu'il va essayer de le contrer. Et Carapaz qui va mettre le rythme le plus terrible possible pour fatiguer le Mexicain. Voilà, on voit le groupe de derrière. C'est Derek G finalement qui prend la tête de ce groupe. Devant Yates, devant Caruso, devant Max Poole, Michael Storer. On a encore Florian Stork aussi qui est là pour Storer. Et on a encore Brandon McNulty qui s'accroche et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a pas d'Egan Bernal, il n'y a pas de Giulio Pellizzari, il n'y a pas Edener Rubio. Ils sont dans un groupe un petit peu plus loin pour l'instant. Ils se sont fait surprendre par cette attaque quasiment dès le pied de Richard Carapaz. L'IF qui a décidé de faire la course la plus dure possible. On va voir si ça sera payant, mais pour l'instant,
Del Toro est le seul à suivre Richard Carapaz dans cette ascension du Finestré. Et devant, la physionomie a un petit peu changé. Chris Harper a mis une attaque. Et c'est Alessandro Verret qui a pu le suivre et qui est avec lui désormais. Ce n'est plus Rémi Rochas, les deux coureurs de tête. On a toujours Chris Harper, mais cette fois-ci, c'est l'Italien de l'Arcabie Hotel, Verret, qui fait une super course là et qui attaque. Alors que derrière, on a Simon Yates qui attaque à son tour dans le groupe de Derek G, où sont rentrés Einer Rubio ainsi que Adam Yates et Rafał Majka, les équipiers de Del Toro. Ils sont trois là, avec aussi McNulty et Simon Yates qui attaque et qui fait la différence là. Par contre, je vois toujours pas ni d'Egan Bernal, ni de Giulio Pellizzari. Et Simon Yates qui semble en forme, il revient sur le duo Carapaz-Del Toro. Carapaz qui voit ça, qui s'arrête un petit peu, et Simon Yates qui met son attaque. Et Simon Yates, c'est bien, hier il était vraiment passif, aujourd'hui il est offensif et il attaque. Carapaz qui peut suivre, Del Toro qui suit aussi dans un second temps. Mais là, des deux, en tout cas entre Carapaz et Yates, j'ai l'impression que Yates a l'air plus en forme parce qu'il est revenu assez facilement sur le duo. Et attention à Derek G qui est aussi en train de revenir de l'arrière. C'est-à-dire que le rythme de Carapaz, il était très fort au pied, mais il s'est un petit peu cramé. Et Yates est revenu, et Derek G, lui aussi, est en train de revenir. Après, si tous commencent à attaquer, ça pourrait faire du mal à Del Toro, qui pour l'instant suit. Désormais, c'est Simon Yates qui mène, avec Carapaz dans sa roue, et Del Toro en troisième position. Mais Derek G, qui est en train de revenir de l'arrière. On retrouve les 4 premiers du classement général. Et il fait plaisir, Simon Yates. Il rattaque de nouveau. Il s'alterne avec Richard Carapaz. Mais à chaque fois, et oui, voilà, cette fois-ci, en fait, à chaque fois, Yates, il attaque et c'est Carapaz qui saute dans sa roue et Del Toro qui va dans un troisième temps, alors qu'il devrait laisser Del Toro travailler. Là, c'est ce qu'il a fait. Yates a attaqué, Carapaz n'a pas suivi et du coup, Del Toro non plus. Et au même moment, il y a Derek G qui revient de l'arrière et du coup, c'est Derek G qui travaille avec Carapaz dans sa roue et Del Toro en troisième. Et Simon Yates, lui, est parti. Simon Yates est parti devant. Del Toro, il a choisi uniquement de marquer Carapaz et pas Simon Yates. Alors Yates, il a 1 minute et 21 secondes de retard sur Del Toro, c'est beaucoup, mais on rappelle que c'est une ascension terrible et on est quoi là, les favoris sont encore moins 15 km du sommet, donc du temps, on peut en perdre énormément et Simon Yates, qui en a perdu 40 minutes il y a quelques années de ça, est bien placé pour le savoir, mais là, Del Toro, il a de la chance de compter sur la présence de Derek G d'un seul coup qui roule. Derek G, qu'est-ce qu'il défend, il est 4ème, il ne peut pas bien devenir 3ème vu que Yates est devant lui. Caruso est loin derrière, donc sa place n'est pas menacée non plus. Il pourrait aussi seulement suivre, mais pour l'instant il roule. Et Carapaz et Del Toro qui le suivent avec plaisir. On a attendu beaucoup, mais là, on est récompensé parce que c'est offensif, et c'est offensif dès le pied. Il y a eu plein d'attaques. Et c'est pour l'instant Simon Yates qui a réussi à faire la différence. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Lights, camera, innovation. Walt Disney Studios chose advanced 5G solutions from T-Mobile for Business to transform the movie-making process. Together, we kept a remote production hub in Hawaii in sync with a team in California to bring Lilo and Stitch to theaters this summer. This is picture-perfect collaboration. This is Walt Disney Studios with T-Mobile for Business. Take your business further at T-Mobile.com/now. Et Derek G qui en a trop fait, il s'écarte et Carapaz qui met une attaque immédiatement. Et attention, Del Toro là qui a un petit peu du mal à suivre. Il y a 10 mètres là entre Del Toro et Carapaz qui se remet en danseuse pour relancer. Il y a des petits virages délacés. Del Toro qui ne panique pas, qui reste assis sur sa selle. Et ils sont en train de revenir finalement sur Simon Yates. Del Toro, il reste vraiment serein. La tête froide, ça y est. Et à chaque fois, il perd une dizaine de mètres, mais il revient au train. Et les deux hommes là, le Mexicain et les Pointoriens, qui sont en train de revenir sur le Britannique Simon Yates. Les écarts sont vraiment minimes, alors que Derek G, lui, il s'est peut-être un petit peu brûlé les ailes. Il est distancé. Féroce, cette course, cette ascension, on est encore une fois très très loin du sommet. Et finalement, ils n'ont pas réussi à rejoindre Simon Yates. L'écart qui est de 20 secondes désormais entre Yates et le duo Carapaz-Del Toro. Et alors là, c'est improbable ce qui se passe. Carapaz et Del Toro qui sont dans la roue de Dries de Bondt, rescapé de l'échappée,
Driss de Bont qui fait son ascension. Et c'est lui qui roule et c'est lui qui amène Carapaz et Del Toro. Alors pourquoi Driss de Bont se démène pour Carapaz et Del Toro? Là, je n'ai aucune explication, clairement. C'est assez improbable. Et puis, un moment important qu'on va bien guetter, c'est le moment où Simon Yates va retomber sur Wout van Aert, qui lui aussi était dans l'échappée. Est-ce qu'il va pouvoir l'emmener un peu loin, comme Driss de Bont est en train de le faire pour Carapaz et Del Toro? Et puis en tête, on est à 8 km du sommet pour le duo, qui est toujours ensemble, Alessandro Verret, Chris Harper, et ils viennent d'entrer dans la partie en chemin, en sentier, en cailloux. 8 km d'ascension désormais vont se faire sur des petits sentiers de terre avec les risques de crevaison. Et puis c'est aussi toujours un peu plus dur avec les secousses, avec les petits trous. Ce duo Harper-Verret a 54 secondes d'avance sur un autre duo formé de Gianmarco Garofoli et de Carlos Verona qui finalement s'accroche encore. Et là on est de retour sur le duo Del Toro-Carapaz et ça roule au ralenti. Ils ont Ethan Hayter dans leur roue qui arrive à les suivre. Driss de Bont, tu n'es plus là. Mais Carapaz qui demande un relais à Del Toro qui n'y va pas. Et bueno, ils attendent alors qu'on voit le rythme de Simon Yates. Lui est beaucoup plus rapide. On rappelle, 1 minute 21 à reprendre. Et qui, pour l'instant, augmente son avance petit à petit. On est à encore 35 km de l'arrivée. Oh là, c'est incroyable, il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt, Richard Carapaz. Il est à l'arrêt et Del Toro qui ne le dépasse pas. Et là, il y a Derek J qui revient. Et Derek J qui les dépasse, mais de manière, comme si c'était une moto. Oh là là, mais c'est hallucinant. Et Carapaz qui, du coup, en remet une d'un seul coup. Et qui revient sur Derek J. Et Del Toro qui suit. Non, mais Del Toro, il fait que suivre Richard Carapaz. Il ne se soucie pas de Simon Yates, qui pourtant a désormais 1 minute d'avance. Et allez, Richard Carapaz qui continue son effort. Isaac Del Toro qui a de nouveau 10 mètres de retard, mais qui le suit. Toujours assis sur sa selle. C'est improbable ce qu'on voit. Vraiment, il était à l'arrêt, Richard Carapaz. Derek J est passé comme un bolide. Et Richard Carapaz qui ensuite a mis une attaque, mais Del Toro qui est revenu. Del Toro qui est de nouveau dans sa roue. Carapaz qui pour l'instant virtuellement est 3e. Simon Yates est en train de faire un coup énorme. Mais il reste encore beaucoup de temps. Les leaders, eux, ne sont toujours pas dans la partie en chemin. Del Toro qui ne se soucie pas de Simon Yates. Alors que son maillot rose est en danger. Et puis Derek J qui fait une course lui aussi improbable. Il revient, il mène, il est lâché. Là, il revient, il les double. Puis ils attaquent et il le passe de nouveau. Et Derek J qui est de nouveau en 4e position derrière Del Toro et Carapaz. 1 minute et 7 secondes d'écart, on annonce, entre Simon Yates et le trio Derek J, Carapaz, Del Toro, parce que Derek J est de nouveau revenu de l'arrière et c'est de nouveau lui qui mène avec Carapaz et Del Toro dans sa roue, qui sont encore une fois bien contents de pouvoir compter sur le Canadien. Mais attention, Simon Yates, il n'a plus qu'à prendre 15 secondes et il serait maillot rose virtuel. Waouh, c'est vraiment tendu, c'est vraiment très très tendu. Et puis on n'oublie pas la tête de la course quand même, il y a une victoire d'étape qui va quand même se jouer devant. Ils ont encore 6 minutes d'avance sur Simon Yates, le duo Alessandro Verret, Chris Harper, toujours ensemble, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que Chris Harper qui travaille et Verret qui s'accroche dans sa roue. 31,6 km de l'arrivée et virtuellement, Simon Yates est désormais le maillot rose virtuel. Il est en train de faire un coup extraordinaire. Il a 1 minute et 25 secondes d'avance sur le trio J, Carapaz, Del Toro. Et il n'y a encore que J qui travaille. Et non, ça y est, Del Toro doit être au courant. Del Toro doit être au courant de cette information. Parce que pour la première fois depuis le tout début de cette ascension, c'est Del Toro qui prend la tête, qui prend un relais. Oh là là, ils sont durs ces passages. C'est vraiment de la terre, il y a des trous. Et derrière J qui ne peut pas suivre le rythme de Del Toro. Carapaz par contre, oui, qui saute dans sa roue. Mais ça y est, Del Toro s'inquiète. Il a enfin compris que le danger, c'était plus Carapaz, mais c'était Simon Yates. Il n'a plus le maillot rose pour quelques secondes sur les épaules, Del Toro, et donc il prend la tête. Derek J qui est légèrement distancé désormais. Il a attendu vraiment le dernier moment pour réagir, mais ça y est, le maillot rose qui roule enfin avec Richard Carapaz dans sa roue. Non mais, c'est pas croyable. Derek J, c'est la définition de l'élastique. Il est en train de revenir encore. Le rythme de Del Toro n'est pas si fort que ça. Il revient et c'est lui qui reprend encore la tête de ce trio. En fait, J, je pense qu'il fait l'ascension à son rythme complètement identique, soutenu, mais régulier. Et les deux autres, ils font des accélérations, puis ils ralentissent. Ils font des accélérations, ils ralentissent. Et à chaque fois, ils doublent Derek J, puis ils le lâchent,
Puis Derek revient et fait le rythme, puis ils finissent par l'attaquer. Mais il n'aura pas duré longtemps, le travail de Del Toro. Ça, c'est pas bon signe quand même. Il me semble qu'il commence à être en difficulté, le Mexicain. L'écart qui continue d'augmenter. On a quasiment 1 minute 40 désormais d'avance. 1 minute 50 même. 1 minute 50 d'avance pour Simon Yates sur Isaac Del Toro. J'ai bien l'impression, là, peut-être que le Giro est en train de basculer. Et encore heureux que Derek soit là et qu'il fasse le tempo pour Del Toro. Mais ça sent pas bon du tout. Simon Yates, lui, n'est toujours pas retombé sur Wout van Aert. Ou alors est-ce qu'il a été finalement rapidement distancé? Je ne sais pas, mais on n'a pas vu Wout van Aert encore aider Simon Yates, alors qu'on a rattrapé pas mal des échappés. Hein. Mais pas le leader, c'est Chris Harper qui a fini par distancer Alessandro Vera. Seul en tête, Chris Harper qui file a priori vers la victoire. Mais c'est bien plutôt la lutte pour le maillot rose qui nous intéresse beaucoup plus. Avec un Del Toro qui s'accroche en 3e position, mais on sent que c'est dur, Et ils refont le coup, Carapaz qui accélère, Del Toro qui le suit, G qui lâche, de nouveau, distancé. Mais on commence à connaître la musique, on suppose qu'il va finir par revenir ensuite. Mais Carapaz qui tente un petit peu. Mais est-ce qu'on n'est pas déjà sur du baroud d'honneur là? On est toujours dans ces chemins caillouteux, c'est de la terre. Mais il y a vraiment le feu là, il y a vraiment le feu. Simon Yates a quasiment 2 minutes d'avance sur ces deux coureurs là. Elles sont magnifiques, les images de Chris Harper qui brave la foule là sur ces chemins blancs. Il y a de la neige sur les bords de la route. On est un petit peu dans la brume, on a été sous le soleil toute la journée, mais on a tellement grimpé qu'on est désormais un peu dans la brume. C'est formidable, Chris Harper qui va passer en tête de cette Cima Coppi, le point le plus haut de ce Giro. Oh là là, il a pris large ce virage. Oh, il y a des supporters qui font un petit peu n'importe quoi, qui traversent la route. Il lui reste encore 27 km à Chris Harper, c'est pas l'arrivée du tout. Mais il aura une descente pour reprendre un petit peu des forces. Et puis surtout, il retrouvera du goudron. Ça sera, je pense, agréable pour lui. Le voilà le sommet pour Chris Harper. Oh, là, il y a la poussière en plus de la route. Désormais, c'est la descente, il est tranquille. Il a 5 minutes d'avance sur Simon Yates qui ne reviendra pas. Il a aussi 1 minute 33 d'avance sur son premier poursuivant, à savoir Alessandro Vera. Simon Yates, lui, l'écart qui s'est stabilisé. Ah, ça y est, il est un petit peu en train de puiser Simon Yates désormais. Il a 1 minute et 40 secondes d'avance sur Carapaz et Del Toro. C'est toujours Carapaz qui mène devant Del Toro. Et donc, il n'y a que 20 secondes au classement général désormais. 20 secondes d'avance pour Yates sur Del Toro. C'est vraiment très très serré. Il arrive au sommet, Simon Yates lui aussi à son tour. Il n'a toujours pas rattrapé Wout van Aert, qui est pourtant toujours intercalé. Et c'est vraiment un gros coup parce que du coup, Wout van Aert, il va pouvoir l'aider dans la descente et puis dans le petit passage de vallée et la dernière ascension. Alors que ça avait été un des premiers lâchés parmi les échappés, Wout van Aert. Mais en fait, il a fait son ascension à son rythme pour être sûr d'être là pour aider Simon Yates dans les parties de descente et de vallée. C'est peut-être un coup de maître qu'ont fait les Visma Lease Bike là. Il en aura besoin parce que l'écart est toujours d'1 minute 40. On sent qu'il était un petit peu à bout de force, Simon Yates. Derrière, Richard Carapaz qui tente d'attaquer. Mais là, il y a tellement de monde que c'est dur de faire des différences. C'est dangereux. Del Toro qui s'accroche. Del Toro qui suit de nouveau. Ne fait que suivre la roue de Carapaz. On l'aura vu aller prendre la tête de la poursuite seulement durant 30 secondes de toute cette interminable ascension de Finestré. Attention, il a pris le virage trop large. Carapaz là au même endroit où Chris Harper s'était un peu raté. Il est dangereux ce virage. Et du coup, c'est désormais Isaac Del Toro qui, par défaut, se retrouve devant. Mais c'est bon, Carapaz, il a immédiatement repris la roue du Mexicain. Ils sont en train de rattraper Pello Bilbao. Encore un membre de l'échappée, bien sûr, qui sont éparpillés un peu partout. Les rescapés de l'échappée. Et ils arrivent au sommet, ensemble. Richard Carapaz et Pello Bilbao. Tout pile 1 minute et 40 secondes derrière Simon Yates. Ouah. Il y a vraiment match pour le maillot rose. Il était plus que grognon hier, Simon Yates, avec son équipe, avec ses équipiers, parce qu'ils avaient mis beaucoup de monde devant. Ils avaient mis Bart Lehmann, ils avaient mis Kelderman, ils avaient mis Kruijswijk. Et plus personne n'avait pu l'aider. Il était tout seul dans le final, isolé. Et il s'en était pris avec des termes un peu crus. Avec ses équipiers, il était très déçu. En plus, il y a pas mal de commentateurs, dont moi-même, qui avons critiqué sa passivité un petit peu dans l'étape. Et ben aujourd'hui, je pense qu'il a dû écouter 100% cyclisme. Et il a voulu me faire fermer mon clapet. Et il a bien fait. Parce que là, il est sorti et vient donc de retomber sur Wout van Aert devant. Les discussions un petit peu franches d'hier ont porté leurs fruits. Parce que là, il faut vraiment un coup parfait.
il n'a plus qu'à suivre la puissance de Wout van Aert dans cette descente, alors que derrière, Carapaz et Del Toro qui sont ensemble, mais on n'a pas l'impression qu'ils se livrent du tout avec la même puissance que Wout van Aert qui amène Simon Yates dans sa roue. Là, s'il y a un moment où il peut reprendre un petit peu de temps, Simon Yates, c'est certainement sur ce passage-là. Et ensuite, ce sera à lui de finir le boulot sur la dernière ascension. Mais le suspense est vraiment grand parce que voilà, au classement général, Simon Yates est pour l'instant maillot rose pour 15 petites secondes sur Isaac Del Toro. C'est une folie, c'est une folie. Wout van Aert qui est en train d'écrire une nouvelle page de sa légende de meilleur équipier du monde. On se rappelle parfois du travail incroyable qu'il avait fait pour Jonas Vingegaard sur le Tour de France dans des ascensions. Et ben là, c'est dans une descente qu'il est en train de faire parler sa puissance et l'écart qui d'un seul coup est monté à 2 minutes et 5 secondes. 2 minutes et 5 secondes d'avance pour Simon Yates sur Isaac Del Toro et Richard Carapaz qui ne font que descendre, quoi. Ils pédalent pas vraiment, ils vont pas à fond. À comparer d'un Wout van Aert incroyable qui prend tous les risques. Waouh. Wout van Aert qui est en train peut-être bien de faire gagner le Giro à Simon Yates. Ça, c'est pas fait encore, on est à 13 km de l'arrivée. Ça, c'est pour l'homme de tête. Simon Yates, lui, doit être à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. On est toujours dans la descente. Et on ne dit pas qu'il restera une ascension jusqu'à Sestrières. 16 km à 4%. Mais ça commence facilement et ce sont vraiment les 5 derniers kilomètres qui sont plus durs, aux alentours de 7-8%. Donc, si avec Del Toro, il a encore du jus, il va falloir qu'il donne absolument tout ce qu'il a dans ces 5 derniers kilomètres pour rattraper les 40 secondes qui lui manquent pour sauver son maillot rose. Ah, il roule pas Del Toro. Il ne roule pas Del Toro, il est en balade, j'ai l'impression. Il accepte de perdre son maillot rose, il se bat pas là, c'est pas possible. Et Carapaz qui reste dans sa roue et ils sont... Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable, il se bat pas Del Toro. Ils sont accompagnés désormais de Timo Kilic, un rescapé de l'échappée qui peut suivre. Bah alors, sans difficulté, même moi je pourrais suivre. Alors, je plaisante un peu, mais ils ne sont pas du tout livrés. Ils lâchent. Ils lâchent physiquement, ils lâchent mentalement. Ils abandonnent le maillot rose. Pourquoi ils se battent pas, c'est étonnant. Pourquoi ils ne travaillent pas ensemble? Ils ont tous les deux à perdre avec Simon Yates. L'un perd son maillot rose, l'autre perd sa deuxième place. Mais ils refusent de collaborer. Ils s'entendent pas du tout. L'Équatorien et le Mexicain, ils discutent. Del Toro qui lui demande si tu veux m'aider et Carapaz qui fait non de la tête. Carapaz qui a beaucoup donné dans l'ascension, c'est vrai, il a fait quasiment tout dans l'ascension. Et là, il lui dit, bah écoute, j'ai tout fait dans l'ascension. Si toi, tu veux pas faire là sur le plat, bah on arrête, on abandonne. Et c'est fait, l'écart qui grandit désormais. On approche des 3 minutes. Ah, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et encore une fois, l'histoire qui se répète. Le maillot rose, là, désormais, c'est sûr, à 99%, va changer d'épaule au soir de l'arrivée à cause de cette ascension du col du Finestré qui est décidément un terrible ascension, et Simon Yates qui va prendre une magnifique revanche sur l'histoire, sur son terrible Giro 2017 où il avait tout simplement craqué dans des proportions hallucinantes. Et là vraiment on est à 9 km de l'arrivée et ça semble fait au vu de l'attitude d'Isaac Del Toro qui pédale mais qui ne roule pas. Qui ne combat pas, ça c'est quand même étonnant. Hein. Il ne combat même pas pour défendre, tenter quelque chose. Il ne s'entend pas avec Richard Carapaz et il laisse tous les deux Simon Yates faire l'extraordinaire coup et probablement aller remporter ce Giro désormais. Simon Yates qui peut toujours lui compter sous le soutien sans faille de Wout van Aert. Incroyable. Et devinez qui arrive de l'arrière pour revenir sur Carapaz et Del Toro qui ne roulent plus vraiment. Bah évidemment, c'est Derek G qui revient. Lui, il a pas cessé son effort, il revient, mais par contre là, je pense pas qu'il va. Non. Il va pas aller travailler pour ces deux-là, il l'a suffisamment fait lui aussi. Simon Yates est trop loin, il l'a compris lui aussi. Il va défendre sa 4e place, il va rester dans la roue d'un Del Toro qui ne roule plus du tout. Je pense que tout le monde va rentrer de l'arrière. On sait pas où sont Caruso, Bernal et compagnie, mais à ce rythme, ça devrait tous se regrouper parce que vraiment, il a complètement lâché prise, abandonné le maillot rose à un Simon Yates qui file, emmené par Wout van Aert. Il a désormais 4 minutes d'avance, l'écart qui grandit. Il prend 30 secondes à chaque kilomètre parce que ça ne roule plus du tout pour Del Toro, alors que Yates, lui, suit un Wout van Aert survolté. Eh ben oui, ça n'a pas tardé. Voilà tout le monde qui revient de l'arrière, avec Pellizzari, avec Caruso, avec Max Poole, Michael Storer, mais aussi avec des équipiers, Rafał Majka et Brandon McNulty, qui arrivent pour aider Del Toro, mais c'est trop tard. Hein. C'est trop tard, ils sont beaucoup trop loin.
D'ailleurs, c'est Chris Hamilton qui travaille pour Max Poole essentiellement. On ne sait pas trop pourquoi. Ah si, parce que Einer Rubio et Egan Bernal ne sont pas là, donc il y a peut-être un espoir de rentrer dans le top 10 pour Max Poole. Mais ouais, Rafał Majka, Branko Baldotti, ça y est, qui se mettent à travailler, c'est Majka, mais c'est trop tard. C'est trop tard, il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes d'écart, c'est une folie. C'est une folie totale, on est encore à 5 km de l'arrivée. C'est... Waouh. Il a craqué, ils ont craqué, les UAE a craqué, Del Toro a craqué, et Van Aert craque à son tour, ça y est, il s'est vidé, Wout Van Aert, et il sera récompensé. Il sera récompensé parce que Simon Yates, là, il va pas remporter l'étape, on a toujours Chris Harper devant, mais il va remporter le maillot rose, c'est sûr. C'est formidable ce qu'on vient de voir de la part de la Visma Lease Bike, et on s'y attendait pas franchement. On ne s'y attendait pas. Il y avait ceux qui disaient que Carapaz allait lâcher Del Toro. Il y a ceux qui disaient que Del Toro allait suivre Carapaz. Et ça s'arrêtait à peu près là. Et ils n'étaient pas nombreux à dire que Simon Yates allait prendre 5 minutes à tout le monde. Et c'est pourtant ce qui est en train de se passer. Il a encore 6 km à tenir parce que c'est 5 km, c'est pour l'homme de tête. 6 km d'ascension pour Simon Yates. Et il va aller remporter ce Giro tout simplement. L'an passé, sur le Giro, Tadej Pogačar s'était empaillé du maillot rose dès la 2e journée. Et il ne l'avait pas lâché jusqu'à la fin. Et cette année, c'est l'inverse. C'est à l'avant-dernière journée que le maillot rose va tomber sur les épaules du vainqueur final. Quelle édition incroyable. Encore 2 km à faire pour Chris Harper. Encore 3 km à faire pour Simon Yates, qui va probablement rattraper Alessandro Verret d'ici la fin. C'est les deux seuls coureurs qui sont encore devant Simon Yates. Mais il a 2 minutes 30 de retard sur Chris Harper. Donc ça devrait le faire pour Chris Harper. Pas pour Alessandro Verret par contre. Mais voilà, une édition du Giro incroyable qui va se terminer un petit peu en apothéose avec cette étape, cette ascension du Finestré et cette descente surtout où Wout van Aert a enterré les espoirs d'un Del Toro esselé. Et désormais dans le groupe, Adam Yates est aussi revenu. On roule, mais on roule tranquille, on n'essaie pas de revenir, on se livre pas, on sait que c'est trop tard et que le Giro, ils l'ont perdu aujourd'hui. Mais surtout que Simon Yates l'a gagné, il l'a bien mérité. Il a vraiment fait une course parfaite et une attaque formidable. Et peut-être que Del Toro s'est un peu trop concentré sur Richard Carapaz et pas assez sur Simon Yates. Tiens, et là dans le final, dans ce groupe du maillot rose, il y a Damiano Caruso qui met une attaque avec Derek G. Ils sentent que Del Toro et Carapaz, ils ont pris un sacré coup dans la caboche et qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher une meilleure place. Il faudrait leur prendre pas mal de temps quand même, mais... ils le tentent, Caruso et Derek G. Allez, Chris Harper, qui va en finir. Alors, on s'est pas trop concentré sur lui parce qu'il se passait tellement de choses derrière, mais on va quand même noter une nouvelle victoire pour la Jayco Alula après celle de Luc Plapp. C'est encore une échappée en solitaire. Cette fois-ci, c'est Chris Harper qu'on aura beaucoup vu à l'attaque et qui va aller s'imposer aujourd'hui. L'Australien de 30 ans qui va en plus se remporter là tout simplement la première victoire de sa carrière au niveau World Tour. Il ne comptait que 3 victoires professionnelles auparavant et des petites victoires. Champion d'Océanie en 2018 de la course en ligne et une étape et le classement général du Tour du Japon en 2019. Et c'était tout. Et d'un seul coup, 6 ans après sa dernière victoire, il vient s'imposer. Il passe la ligne et s'impose sur ce Giro. Chris Harper, qui aura été le meilleur de ses 31 échappés et qui aura largement mérité sa victoire d'étape. Il finit en boulet de canon, Simon Yates, mais il ne rattrape pas Alessandro Verret, qui s'est joliment livré, l'Italien de l'Arkea BNB Hotel, qui s'est vraiment donné tout ce qu'il a pour terminer deuxième. C'est bien joué, il fait une énorme grimace, Alessandro Verret, il est à bout de force et Simon Yates ne va pas non plus pousser pour aller rattraper l'Italien. Il n'a pas besoin des secondes de bonification. Alessandro Verret qui passe en deuxième position à 1 minute et 50 secondes après Chris Harper et Simon Yates qui arrive juste derrière. Il n'en revient pas, Simon Yates. Il ose même pas réaliser. Il lève pas les bras. Il attend, même si c'est sûr à 1000%. Les autres sont 5 minutes derrière. Il est à bout de force aussi, Simon Yates. Il a réussi un exploit incroyable. Ça y est, après avoir franchi la ligne, il se prend la tête dans les mains. Il va prendre un petit peu de temps, je pense, pour réaliser ce qu'il a fait aujourd'hui, ce que son équipe a fait. Le coup incroyable. Il va être très ému. Et puis, on va penser à son frère jumeau, quand même, Adam Yates, qui lui est dans l'équipe d'Isaac Del Toro et qui doit ressentir des choses spéciales. Son frère gagne le Giro, mais son équipier le perd. Donc, ça doit être assez spécial dans sa tête en ce moment. Et dans la tête de Simon Yates, par contre, c'est clair et net. C'est l'émotion totale. Il fond en larmes. Il est épuisé. À bout de force, mais évidemment, absolument ravi. C'est Simon Yates
qui va remporter le Giro 2025. Et voici le maillot rose qui arrive et allez, il va même se livrer à un petit sprint. Pour l'honneur, il va devancer Derek G, Pellizzari, Caruso ou Richard Carapaz qui est vraiment à bout. Del Toro qui arrive désormais. Il gagne le sprint de ce groupe de favoris, mais c'est la fin de son aventure en rose et elle prend fin au plus mauvais moment. La veille de l'arrivée. Allez, on va regarder aussi l'arrivée d'un coureur importantissimo, Wout van Aert, qui arrive à son tour. Allez, on voit d'abord Del Toro là, qui sourit quand même avec Pellizzari. On vient le consoler. Il a pas l'air trop déçu que ça, Del Toro. Après tout, il n'était pas venu ici pour gagner le Giro. Il a vécu une belle aventure et elle s'arrête aujourd'hui. Il était venu plutôt pour jouer le classement général, Chris Harper, mais au final, il a perdu beaucoup de temps en deuxième semaine. Il s'est du coup glissé dans beaucoup d'échappées pour aller chercher une victoire d'étape et il aura réussi à l'avoir au dernier moment. Chris Harper qui s'impose. On l'a dit, sa première victoire au niveau World Tour, seulement la 4e de sa carrière. Notez que sur les 5 dernières étapes, on a eu 5 échappées vraiment massives de plus de 20 coureurs. Et à chaque fois, elle est allée au bout, sauf la fois où Romain Bardet a été rattrapé in extremis par Isaac Del Toro. Ça vous donne encore un petit peu plus de regrets pour cette non-victoire de Romain Bardet pour son dernier grand tour. Mais on ne va pas refaire l'histoire. Chris Harper s'impose donc avec une 49 d'avance sur Alessandro Verret et une 57 sur Simon Yates. Suivent ensuite un des coureurs qui était encore rescapé de l'échappée, Gianmarco Garofoli, Rémi Rochas qui vient faire 5e, Martin Marcelluzzi, Carlos Verona. Max Poul s'est échappé dans le final pour prendre la 8e place. Et c'est Isaac Del Toro qui fait 9e devant Pellizzari, G, Caruso et Carapaz qui était encore avec lui. Il termine à 7 minutes et 10 secondes de Chris Harper et donc à plus de 5 minutes de Simon Yates. Michael Storer termine à 8 minutes 30, il perd 1,20 sur le groupe G Caruso et puis le gros perdant du jour c'est Egan Bernal qui termine à 10 minutes et 43 secondes et donc à plus de 3 minutes 30 du groupe G Caruso. Malgré la difficulté de cette étape, pas d'abandon aujourd'hui, tout le monde a envie d'être là demain à Rome. C'est Matteo Moschetti qui ferme la marche en 159e place dans un petit gruppetto à 44 minutes et 55 secondes du vainqueur. Le classement général, chamboulé à la toute fin. Simon Yates qui va aller remporter un deuxième grand tour puisqu'il a déjà remporté la Vuelta, c'était en 2018. Et 2018, c'était aussi l'année de sa grande déception sur le Giro où il s'était effondré dans le col du Finestré. Quelle revanche. 7 ans plus tard, il prend sa revanche et il prend la tête de ce Giro et il compte désormais 3 minutes 56 d'avance sur Isaac Del Toro. Incroyable, un Giro qui aurait été serré du début à la fin et qui va finalement se terminer avec un gros écart. Richard Carapaz terminera 3e à 4,43. Pas de changement pour Derek G et Damiano Caruso qui sont 4 et 5e. Par contre, Giulio Pellizzari gagne une place. Il est désormais 6e devant Egan Bernal qui lui chute à la 7e place. Ener Rubio est 8e. Et puis autre changement dans le top 10. Brandon McNulty prend la 9e place et Michael Storer, lui, perd une place et va être 10e. Premier français de ce classement, c'est Nicolas Prodhomme, 15e du classement général, le vainqueur d'étape, qui est à plus de 35 minutes de Simon Yates. Mats Pedersen et Lorenzo Fortunato n'ont pas abandonné, ils sont donc toujours leaders du classement par points et du classement de la montagne. Et puis Isaac Del Toro, on n'aura que ça pour se consoler au final, le maillot de meilleur jeune, dans lequel il devance largement toujours Giulio Pellizzari et Max Poul. Quelle étape on a vécu encore, c'était formidable. Demain, ça devrait être un petit peu plus tranquille puisque c'est la dernière étape. C'est tout plat, c'est dans les rues de Rome. Ça sera un sprint massif, pas la moindre difficulté, pas de points de la montagne. Quelques sprints bonus, mais c'est tout dans une boucle autour de la capitale italienne. On suivra ça sur 100% cyclisme. Et puis, n'oubliez pas, si vous aimez 100% cyclisme, n'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, sur Google Podcast, quel que soit votre lecteur de podcast, à en parler autour de vous, aux gens qui aiment le cyclisme ou à ceux qui n'aiment pas et pensent que c'est nul, faites-leur écouter, montrez-leur à quel point c'est génial, surtout avec des étapes incroyables comme celle d'aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires aussi sur les réseaux et puis ou à m'écrire à contact@100-cyclisme.fr. C'est 100-100, contact@100-cyclisme.fr. Ça me ferait très plaisir d'avoir quelques retours. On se retrouve demain pour la toute dernière étape de ce formidable Giro. Salut à tous, salut à toutes. This podcast
podcast is part of the Sports Social Podcast Network.